Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Balade au cœur des bois. Aujourd'hui, nous allons parler de PFNL. Donc, nous allons développer un peu plus tard ce que c'est, mais avant tout, je vous présente Johan qui va nous accompagner, mon acolyte, dans cette interview, Bonjour. et notre intervenante, Mélanie Ché. Si vous pouvez vous présenter un petit peu. Oui, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, oui, ça va bien, merci. Je suis vraiment contente de participer à l'émission, pour parler des PFNL. Ben, merci beaucoup, on est très content que vous ayez accepté notre proposition. Si vous pouvez vous rapidement nous parler un peu de vous, Oui, comment vous en êtes rendu là, qu'est-ce qui vous a fait venir dans le monde des PFNL et avant tout peut-être décrire PFNL pour les gens qui ne le savent pas. oui, alors on parle des produits forestiers non ligneux. Alors c'est vraiment, tout ce qui pousse dans le bois, mais qui est pas dédié à faire un 2 par 4. Parfait. Ça résume bien. Ouais, simple, concis, au moins tout le monde comprend, c'est parfait. Merci Alors on beaucoup. va inclure, petits fruits, champignons, plantes médicinales, ça peut être aussi, la vocation d'un PFNL, peut être assez variable. Il peut être alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, mais il peut être également ornemental comme, les couronnes de Noël, vont rentrer dans le PFNL, là. Juste, pour vous faire un petit résumé Oui, de mon introduction dans le monde des produits forestiers non ligneux, excusez, des aucun produits problème. pour faire une petite introduction sur les produits forestiers non ligneux. C'est ça, j'ai commencé les PFNL vraiment avec, ma famille, avec les petits fruits. Ça a toujours été une grande passion, tu sais, un moment de rassemblement aussi, estival là, avec les framboises, les fraises, les bleuets. Mais, un peu plus tard, quand j'ai commencé à voyager, j'ai fait des récoltes, de différentes sortes de plantes sans savoir vraiment que c'était des PFNL. Dont de l'artisanat, fait avec des algues, sauvages, des couronnes de Noël, que j'ai vendues, comme artisane. Alors j'ai fait les champignons, j'ai fait des récoltes de champignons sauvages, champignons magiques, toutes sortes de alors, les cocottes, des cocottes de séquoia, des trucs que je revendais et finalement, quand je suis revenue au Québec, j'ai fait ma formation en herboristerie traditionnelle. Qui est une vision un petit peu plus basée sur les plantes médicinales, européennes. OK? La littérature vient principalement de là, au niveau de la formation, mais quand je suis revenue après dans ma région, j'ai dit: je suis pas une fille de jardin, je préfère vraiment plus, la cueillette sauvage», hein. J'avais Ouais. déjà, commencé un petit peu, en préalable. Puis, j'ai décidé de plus m'intéresser à ce qui se poussait, au niveau sauvage, puis du point de vue médicinal. Alors là, j'ai commencé à récolter moi-même là, mes propres, écorces, racines, chatons, fruits, bourgeons, toutes les plantes là, médicinales. Ce qui m'a amené aussi à adopter un mode de vie, plus traditionnel, proche des Premières Nations aussi. Parce Oui, que inévitablement, en travaillant sur le territoire, ben, on travaille aussi, des médecines, proches de chez nous. oui. Ouais, très traditionnel, de nos autochtones qui nous ont «enseigné» entre guillemets, Oui, la puis culture, puis adapté en même temps à notre climat. Parce que oui, dans le monde des PFNL, ben, il faut se monter des beaux calendriers de récolte et dans ces calendriers de récolte, ben, là, tu y vas avec les saisons, puis en même temps, ben, tu veux, m particulièrement dans le milieu, des plantes médicinales, ben, tu vas aller chercher le meilleur de la plante, à son apogée, on va oui, dire, de la maturité. Fait que c'est très, très important de développer une observation, du milieu, écologique puis aussi pour la pérennité de la ressource, parce que tu veux pas non plus épuiser la ressource. Alors, c'est tout un art que les Premières Nations, ont beaucoup gardé, conservent encore aujourd'hui, puis qui est pas nécessairement dans les livres, quand on va apprendre ou vouloir se renseigner sur les produits forestiers non ligneux. Fait que c'est une question d'apprentissage là, par l'expérience. D'ailleurs, je crois qu'il y a des lois pour pas, justement épuiser la ressource, Il y a pas beaucoup de lois, tu sais, il existe 2 permis officiels. Un pour le IF du Canada, qui est, plus pour qui est dédié à la pharmaceutique. Puis de toute façon, les derniers permis là, qui ont été demandés, c'est autour de 2014-2015. Présentement, tout le IF du, Canada est maintenant cultivé en Chine. Il y a plus vraiment de cueillette sauvage là, ici au Québec. L'autre permis, qui est exigé, c'est le thé du Labrador.
qui connaît quand même un engouement. Le c'est pas tellement le problème, du thé du Labrador, il vient pas des petits cueilleurs qui se font de la tisane, OK? Parce que là, on parle vraiment à échelle humaine. C'est quand on parle plus de mécaniser la récolte avec des instruments qui ressemblent à des c'est comme un peu le débroussaillage, là. OK. OK? C'est des ciseaux à lame, rotative qui vont aller à ce moment-là couper plutôt, le plant. Puis là, cette, récolte-là est dédiée aux huiles essentielles. Fait que les huiles essentielles demandent des volumes, on parle en tonnes. Alors on n'est plus tu sais, comme moi, mettons, on va faire une trentaine de kilos avec mon équipe de thé du Labrador par année. Mais là, on parle de tonnes, et on va parler de centaines de tonnes par année. Alors là, on n'est pas dans la même catégorie. C'est là que ces compagnies-là doivent demander des permis pour la récolte, intensive. Mais sinon, en général, sur toutes les terres publiques, que ça soit, il y a différents types de terres publiques, là. Ben, vous Oui. travaillez en foresterie? Oui, absolument. Alors, tu sais, je travaille beaucoup sur les lots intramunicipaux. OK. Alors, c'est des lots forestiers qui appartiennent aux petites municipalités. Alors, la cueillette, elle est permise, l'entrée, la sortie, il y a pas Il y a pas de réglementation autour de ça, non, finalement? non, exactement. C'est souvent dédié à du bois de chauffage ou, bon, à la sériculture, des gens qui vont exploiter, Oui. quelques érablières. Mais sinon, ça appartient vraiment à la municipalité. Il y a les ZEC, alors les zones d'exploitation, contrôlées, qui, heu, dans ces secteurs-là, il y a non plus aucun permis à demander. Par contre, il y a une déclaration à faire sur l'entrée puis la sortie. Oui, oui, il faut payer son droit d'accès, évidemment. Exactement, parce que eux, c'est vraiment une zone d'exploitation contrôlée, mais pour la chasse et la pêche et pas pour la cueillette. Alors, champignons, plantes, gomme de sapin, peu importe là, qu'on va chercher, il y a pas de problème. C'est plus, l'entrée et la sortie. Oui. Ensuite, il y a les terres de la couronne, Oui. puis les territoires non organisés qui appartiennent au MRC, mais sans contrôle non plus. Alors, nous, on travaille dans ces secteurs-là vraiment, à 100 là, 6 mois par année. OK, parfait. C'est vrai que vous nous parliez du labrador, c'est quand même une espèce, qu'on voit énormément au Québec, surtout plus on monte vers le nord. Et c'est vraiment, la culture qu'ils en font, c'est plus des choses qu'ils vont planter ou c'est sur du sauvage aussi? C'est assez connu aussi, il y a plusieurs produits PFNL qui sont moins connus, tandis que lui il est assez connu de la population. Oui, il est très connu, puis c'est pas de la culture, là, c'est vraiment du 100 sauvage. La problématique des plantes boréales, en général, c'est que, ils sont à croissance lente. OK. Surtout quand on arrive avec les éricacées, qui prennent, au moins 4 5 ans avant d'atteindre une certaine maturité. Tu sais, que tu parles même du bleuet ou, du thé du labrador, du thé des bois, ben, tu es des plantes qui demandent, un temps, plus long avant d'atteindre justement la maturité. Puis, c'est sûr que si tu les coupes, la régénération est très difficile. Faut être vraiment vigilant. La fenêtre, on va appeler ça la fenêtre, d'ensoleillement ou de chaleur pour que le plant puisse atteindre une maturité est beaucoup plus courte dans des secteurs nordiques. Heu, L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus d'antioxydants, il y a plus d'huile essentielle, les concentrations au niveau médicinal est beaucoup plus importante plus tu montes au nord. OK, même chose pour la D'accord. canneberge, les bleuets, tout ça. Alors oui, il y a un avantage à travailler, il y a un avantage, il y a un plus-plus de travailler avec les plantes boréales. Par contre, la régénération est beaucoup plus difficile vu qu'ils ont à peine 2 mois pour atteindre leur maturité, puis se propager ou, tu sais, faire leur système racinaire, puis emmagasiner, finalement leur sucre pour repasser l'hiver, là. OK. Et est-ce que tous ces affaires-là, PFNL, là, au final, vous disiez que vous faisiez ça plus personnellement, plus d'un côté personnel au début, puis vous avez ouvert votre compagnie. Mais on en tire-tu quand même un bon profit? C'est-tu quelque chose qui est avantageux ou il faut quand même évidemment qu'il vous faut une passion derrière ça, j'imagine? Mmh. Mais Oui, ben, j'ai exploré, je pourrais dire les 2 milieux, hein. Au départ, j'ai travaillé avec les compagnies, les coopératives forestières pour, un modèle un peu plus, commercial, avec des équipes de cueilleurs, une dizaine de cueilleurs.
plusieurs secteurs de récolte, des plantes, où est-ce que, on pourrait dire un peu évaluer les secteurs étaient un peu évalués comme on va évaluer des volumes forestiers. OK. OK? Alors, c'est sûr parce que c'était à la base, mes patrons étaient des forestiers. Alors, la vision même de la récolte était un peu sur volume, OK? Comme on ferait avec du bois, de sciage. Par contre, je me suis aperçue après 3 ans que c'est pas vraiment réaliste, parce que c'est pas, c'est beaucoup plus précaire, au niveau la de la régénération justement des milieux écologiques. Les parcelles sont plus petites. C'est vraiment dur d'évaluer, les volumes, la régénération. Ça prend plusieurs années avant de puis il y a pas de données. Tu sais, c'est pas comme le bois où ça fait peut-être plusieurs années Ouais. qu'on connaît déjà un peu le cycle naturel. Les plantes, il y a pas beaucoup d'informations. Puis comme je disais, dans des milieux plus nordiques, c'est encore moins, tu sais, la fiche technique de récolte n'est pas la même, si tu es en Estrie ou, au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou la Côte-Nord. C'est encore plus aléatoire, oui. Oui, exactement. Puis je me suis aperçue que, ça doit demeurer, pour que ça soit viable écologiquement, mais financièrement, il faut miser davantage, une deuxième ou une troisième transformation. Alors que les modèles commerciaux étaient uniquement misés sur une première transformation, qui veut dire la récolte, soit pour l'huile essentielle, soit pour le séchage. OK. Puis ce qui était populaire à l'époque, c'était les épices forestières. C'est ce qui avait emmené, on pourrait dire sur la table, les PFNL, tu sais, au Québec, là, c'est les épices forestières. Ça ils voulaient en vendre jusqu'en Chine, puis, il y avait quand même une demande auprès aussi de la restauration, du Québec. Il y a eu des engouements en Europe, des engouements, comme je disais, même en Asie. Par contre, c'est la pérennité de la ressource, mais aussi, la conservation. Des plantes Oui. séchées, ça se conserve pas très longtemps. Alors pour faire de l'exportation, c'est quand même difficile. Il reste que le marché local, pour moi, reste la meilleure solution. Là, présentement, les projets en PFNL dans le milieu forestier ont vraiment, on pourrait dire, été mis sur la glace avec le régime forestier, qu'il y a eu en 2012. Alors, finalement, j'ai parti mon entreprise, puis je suis revenue à mes, premiers amours qui étaient l'herboristerie. Puis je me suis dit: «Ben, je vais faire une herboristerie vraiment traditionnelle basée sur les plantes de chez nous». Et ça m'a emmenée à développer, une variété de récoltes, de diverses plantes, de plus d'une centaine de plantes qu'on récolte. Alors, je monte mes propres équipes de cueilleurs parce que je les forme moi-même afin qu'ils puissent justement, bien récolter, de la manière que je veux. Puis aussi, pour faire le suivi heu, faire le bon suivi de nos talles. OK, Quand je dis oui. des talles, hein, vous comprenez? Oui, Oui. des Oui. buissons, de chaque plant, dans le fond, de chaque, Oui, c'est ça, là, on pourrait dire l'ère de croissance, là, j'ai la misère à définir tal, mais ouais, c'est ça. c'est un petit bosquet de plantes, une talle de thé des labradors, mettons, un bouquet Oui, de c'est stella, ça, un plant de stella. exactement. Alors, tranquillement, pas vite, j'ai décidé de me spécialiser en herboristerie, mais vraiment avec les plantes de chez nous. Mmh. Ce qui m'a amené à récolter aussi des champignons médicinaux. Alors on fait, petits fruits, parce que dans les PFNL, il y a différentes catégories, là, Ouais. comme je disais. Puis, on fait aussi des encens. On extrait, des huiles. On fait des huiles, avec certaines des fleurs qu'on récolte, des plantes, même les écorces. Écorces de chêne. Ah, c'est vraiment le fun. Donc vous Donc, êtes vas-y, vas-y. donc au niveau, des ventes, faites juste ça dans votre magasin ou vous exportez un peu? Je vous expliqué que c'était assez difficile au niveau de la conservation. Oui, moi, j'ai eu un, quand on a fait là le projet plus commercial, quand on a fait le projet un peu plus commercial, on mit le plan de match, j'allais dire, était quand même, plus international. Moi, je trouvais qu'en fait, la forêt pouvait pas subvenir à un modèle, sur une grande échelle, ni internationale. Par contre, quand j'ai décidé de me partir à mon compte, j'ai dit: pourquoi qu'on utiliserait un modèle comme on fait avec le bois actuellement, la forêt? Où est-ce qu'on fait seulement on fait la récolte, on fait
on fait des fois des 2x4, on fait Ouais, du transformation boîtillage. du bois. Exactement, on fait juste une première transformation. Mais tu sais, si on allait vers l'ébénisterie, si on allait vers des produits beaucoup plus transformés, ben, on garderait notre économie au niveau local. Alors moi, c'était ma vision à moi pour les PFNL où je me disais, c'est quand même précaire, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux, qu'on fasse attention à la récolte, mais on va plutôt miser sur l'économie locale, puis c'est les gens de chez moi qui vont m'appuyer. Parce que, au départ, j'étais allée, en vente à Montréal puis à Québec, puis les gens répondaient pas à des bourgeons de sapin en infusion, là. Ça lui disait absolument rien. Puis je me suis dit, ben pourquoi aller voir, à Montréal quand dans le fond, les gens chez nous, sont beaucoup plus réceptifs parce qu'ils connaissent l'arbre. Ils ont peut-être pas le temps de le récolter, mais ils ont le goût de l'explorer. Puis, finalement, j'ai réussi à développer un marché, vraiment régional. Mais cette année, tu vois, ça fait 15 ans que je suis en affaires, mais là, cette année, j'ai décidé d'ouvrir un point à Montréal. OK. OK? Parce que là, je sature un peu mon marché en tisane, en produits, cosmétiques, mais ça fait quand même 15 ans que la région me fait vivre, là. C'est ça, mais vous avez déjà un petit peu votre «pub» entre guillemets. Il y a quand même énormément de passages au Saguenay. On peut s'imaginer que des gens de la ville ont déjà plus connaissance de ça à l'heure actuelle, surtout avec, tout le partage qu'on a autour de ça maintenant, c'est plus développé. Oui, oui, puis Il depuis doit y 5 ans, avoir il y a une un gros demande? engouement, là, je dois Ouais, dire, là, il y a d'autres compagnies qui ont ouvert, plusieurs produits, forestiers non ligneux, à base des récoltes sauvages, comme, entre autres, là, dans le milieu culinaire, hein, il y a énormément. On voit exa beaucoup d'épices sortir, les épices, les marinades, sauvages. des miels à base de thé des bois, des vinaigrettes, tu sais, tout le milieu, là, culinaire a vraiment une expansion depuis 5 ans. Dans le milieu des tisanes, ça commence, mais je suis quand même critique sur l'ampleur que ça pourrait prendre. Oui, Parce qu'une compagnie québécoise qui voudrait faire de l'international, je me dirais, vraiment dangereux. Il y a une chose aussi, c'est que, ça dépend toujours de la vision que tu as du développement des produits forestiers non ligneux. Est-ce que tu veux faire du développement tu peux faire du développement puis dire: «Ah oui, je fais du cash», puis tu sais, c'est quoi ton objectif? Mais le vrai développement, c'est pas juste, dire, le il y a aussi un développement social. Alors créer de l'emploi dans ta région, c'est aussi très important. Fait que, tu sais, on parle d'écologie humaine, pas juste écologie, forestière, mais d'écologie humaine. Puis là, tu te dis: «Ben, je vais faire la création d'emplois dans mon village». Fait que moi, mes cueilleurs, ils viennent de mon village, puis ils sont payés à l'heure. OK? Quand tu arrives puis que tu décides de développer une entreprise de tisane à base de plantes sauvages, puis que tu payes les gens au poids, comme c'est partout au Québec actuellement, ben tu fais pas vraiment de développement d'emploi parce que ces gens-là vivent dans la précarité. Ils n'ont pas le droit au chômage. Ils ramassent pas non plus, tu sais, d'heures, ou vraiment, tu sais, c'est de l'instabilité. Le prix, ben c'est toi qui le fixes, alors c'est très variable aussi. Alors, tout ça pour dire que, il faut vraiment dans le milieu des PFNL, je crois qu'il faut axer davantage, pas juste dans le dire: «Ben, je vais chercher une ressource, puis je vais développer un produit, de première, deuxième ou troisième transformation dans l'alimentaire», mais aussi penser à l'aspect humain parce que la cueillette sauvage, il faut qu'il y ait un aspect éthique, oui, pour l'écologie, mais éthique également pour, la société. oui. Mmh. Ouais, il y a un côté très social en arrière de ça finalement, essayer de faire comprendre au monde ce que c'est, comment ça parce que, depuis tantôt au final on parle vraiment de tisane et cetera. Le monde se rend peut-être pas compte à quel point il y a des possibilités dans le bois de PFNL. Oui, j'ai beaucoup On d'amis qui vivent, de la cueillette de champignons. Tu sais, la cueillette des champignons, Oui, c'est extraordinaire, c'est un super de beau marché, champignons médicinaux, champignons comestibles, il y en a de plus en plus, il y a énormément de potentiel au Québec. C'est une récolte qui nuit pas non plus à la pérennité, alors, on est plus un peu peut-être, je dirais influencé selon la température ouais, là, les pluies ou, c'est ça, selon la saison, il peut y avoir des très bonnes saisons abondantes comme d'autres. C'est finalement un fruit que tu récoltes. ouais, ouais, Mmh. absolument. Et C'est du coup, c'est ça, les gens s'arrêtent souvent, bon, il y a peut-être des champignons, quelques fleurs. On se rend pas compte à quel point, c'est ça, là, on parlait de sève de sapin, on parlait, de lif, du coup,
plus côté médicinal. On a les champignons, on a énormément de choses. On a de la fougère. Il y a peut-être des choses que j'oublie là. À quel point, quel pourcentage, on va dire à peu près, qui est au final récoltable, qui est, comment je dirais ça? Avec lesquelles on peut travailler, les matières avec lesquelles on va pouvoir faire de quoi en forêt, heu, quand on arrive nous sur un bois, on va voir, évidemment les bleuets, les framboises et cetera. Mais plus loin que ça, à quel point ça peut se développer? Comme on disait, la sève de sapin, à quel point on peut Tu veux dire, par rapport au niveau du commerce ou au niveau de dire, ben, comment on peut vraiment en vivre ou le développer? mais Non? plus comment, C'est à quoi que tu pas comment les t'attendais comme reconnaître, réponse? mais comment voir la possibilité qu'on a au final, tu sais, il y a certains qui vont s'arrêter, comme je disais, au bleuet et cetera, là, sans Oui. savoir qu'il y a d'autres choses, là, Sur la grande variété un peu ouais, c'est de ça. Plus, Oui. comment, tu sais, je sais qu'il y a des formations, des livres à propos de ça, mais comment voir la possibilité qu'on a, comment se renseigner plus facilement, mettons, comment Oui, je sais pas comment le tourner. c'est une bonne question parce qu'en fait, moi, de la manière que je l'enseigne à mes étudiants, c'est que, je me dis toujours, dans un but d'autonomie, OK? Autonomie de la santé, autonomie alimentaire. À la base, c'est vraiment ça. Puis comme, je vous disais un peu, aussi en introduction, tu sais, ça fait 35 000 ans que l'homme ouais. fait, des récoltes sauvages, tu sais, enlève la chasse, là, mais au niveau de la récolte, c'est toujours été très important au niveau de l'humanité. Alors, on y va avec les saisons. Puis c'est un peu comme dire, ben, je monte un garde-manger. Alors, tu commences par, tu sais, ramasser tes fruits, tes légumes, après ça, ben, tu peux ramasser tes médicaments aussi, tu peux, faire tes pommades, tu peux, décider de te faire des shampoings, tu peux travailler même la cendre pour faire ton propre savon à linge, alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être récupérées et c'est là que, tu sais, d'année en année, tu peux commencer avec une dizaine de plantes peut-être plus comestibles ou de champignons, puis après tu peux introduire d'autres choses qui va aller jusque, tu sais, dans les soins, dans le lavage de ton linge, comme je Ouais. disais, ou même dans ton soin corporel. Et là, tu deviens indépendant, hein? Tu développes vraiment une autonomie où là, tu as quelque chose de naturel, puis qui est un peu comme recyclé, ou faire partie de, tu sais, c'est de faire partie d'un grand cycle, tout en étant en équilibre avec l'environnement, sans lui nuire, tu sais, Ouais. idéalement, c'est ça. C'est à partir du moment que peut-être tu abuses parce que tu deviens un peu trop gourmand, ben là, c'est là que tu peux créer un déséquilibre. Fait que c'est moi, je le vois vraiment comme un peu la survie, Oui. OK? Où tu te dis: «Ben, ouais, il arrive de quoi demain? De quoi que je peux manger? De quoi je peux me soigner?» Au niveau de la collecte, ça se fait plus, j'imagine, l'été, le printemps. J'imagine que l'hiver, on peut pas en collecter tant que ça, hein, Ouais, tu nous parlais de calendrier, on de est-tu capable de saison. récolter à l'année longue, mettons? Est-ce qu'on est capable d'avoir un cycle complet au final, au long de l'année pour avoir toujours de la matière? Hem, au Québec, c'est sûr que les récoltes, tu sais, c'est vraiment d'avril jusqu'aux neiges. Il y a certains, champignons comme le chaga qu'on va aller ramasser, l'hiver. Notamment sur le boulot, Oui, exactement, sur le boulot. Il y a mais tu sais, sinon, c'est plus de la survie, là, l'hiver, là. Tu sais, rendu là, c'est pas pour faire des super récoltes. Je veux dire, tu peux toujours te faire des récoltes d'aiguilles de sapin, te faire un bel oreiller. Mais tu sais, nous, on fait des petits coussins magiques, on fait des oreillers, avec justement les sapins. L'hiver, je peux bonifier, le travail de mes cueilleurs. On va en chercher, on récupère les arbres de Noël, bon, tu sais, il y a toutes sortes de de trucs qu'on peut faire. Sinon, c'est vraiment d'avril à octobre, novembre, là, jusqu'aux neiges. Puis on va varier, on y va en fait avec le cycle même là, de la nature, dans le sens que quand la sève, elle se réveille, alors les bourgeons arrivent. Alors on va travailler les écorces, parce que là, il y a de la sève dans les écorces. Après ça, on travaille les bourgeons. Puis là, quand les fleurs, les feuilles arrivent, on ramasse ça. Puis rendu en juillet, août, on est dans les petits fruits. Et là, le cycle redescend. Alors la sève redescend vers le bas. On peut retravailler certaines racines, certaines écorces. Puis on termine avec des fruits tardifs là, qui ont besoin des fois d'une première gelée, comme le Oui. pembina ou le sumac vinaigrier, qui sont meilleurs une fois un petit peu gelés. Les puis petits fruits aussi, il me semble, comme les canneberges et cetera, attendre le premier gel est toujours,
Oui. est toujours bien. Oui, exactement, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis jusqu'aux neiges, là, même au premier gel, les églantiers aussi, on peut aller chercher quand ils sont un petit peu gelés. Nous, on les congèle de toute façon. Ils sont pré-congelés. Et du coup, pendant l'hiver, ça va être plus, j'imagine, vu que les récoltes se ralentissent, là, on va être plus sur les huiles essentielles, la préparation des huiles, etc. C'est peut-être plus quelque chose En à fait, l'intérieur. rendu en octobre, on se prépare pour le temps des fêtes. OK? Alors là, on est dans la préparation, en fait, du nettoyage de nos récoltes. Là, une fois qu'on a monté tout notre inventaire, notre entrepôt est plein, là, on va déshydrater nos petits fruits parce qu'ils sont congelés, ils sont dans le congélateur. Alors, il y a une période de déshydratation qu'on va faire. Ensuite, même chose pour les champignons. Il y en a qui sont congelés, on va les déshydrater ou les couper. Par la suite, là, c'est la manutention ou le Ouais. conditionnement du produit qui peut finir en poudre aussi, qu'on va mettre dans certains encens ou certaines poudres qui vont aller aussi dans des onguents ou des huiles ou qui vont servir de base là, pour des produits. Alors, il y a plusieurs étapes de conditionnement de produits. Le broyage, le nettoyage, enlever les petites branches qui n'étaient pas supposées d'être là. Fait qu'il y a beaucoup alors, toutes ces étapes-là sont faites également par mes cueilleurs. OK. Alors, ça me permet d'offrir de l'emploi durant la saison de cueillette. Après ça, le nettoyage, la préparation jusqu'à Noël, puis ils m'aident au niveau des ventes par la suite. Alors, ils sont aussi les conseillers vendeurs. Parfait. En voyant chaque étape comme ça du travail, je trouve que ça l'engage plus personnellement les cueilleurs au niveau de leur récolte. Ils savent à quoi ça va servir. Et ça, on dirait que ça fait qu'ils vont mieux récolter. Ils vont récolter en plus belle quantité. Ils vont être plus engagés au niveau du temps de récolte. Ils vont trouver des nouvelles techniques, des nouvelles manières de faire. Ils vont être plus créatifs au niveau du travail. Fait que je trouve que d'engager les cueilleurs dans toutes les étapes de production, ça motive beaucoup les gens à faire de la qualité, en fait. Oui, ouais, ils ont vraiment l'impression il y a une partie d'eux là-dedans, puis quand ils le donnent au client, à la fin, c'est vraiment. Et donc, c'est reparti pour l'épisode. Donc, pour refaire un petit point, là, on parlait un petit peu d'abus, pas forcément de surexploitation, mais des dangers un petit peu de perdre cette ressource ou la diminution de cette ressource. Oui. Ça fait vraiment là, depuis 2009 là, que je suis dans le milieu de la cueillette sauvage. Je connais pas mal toutes les entreprises au Québec. Chacun a un peu sa manière de faire. De manière générale, ce que j'observe, c'est que de payer les cueilleurs au poids avec pas de sécurité au travail, s'il arrive des accidents, à toujours essayer de négocier des prix les plus bas, ça met beaucoup de pression sur la ressource. Ça met de la pression sur la ressource. Les gens veulent cueillir plus, font moins attention au niveau de on va dire des techniques pour la conservation. Alors, ils vont tout ramasser, ils vont vider l'étal, ils vont vider des secteurs, ils disent: «On s'en fout, on ne sera pas là l'année prochaine». Fait que, tu sais, on n'est pas dans une vision de développement local nécessairement. On est dans des fois des gens qui débarquent un été puis disent: «Hey, moi, je vais me faire 200 pièces de l'heure, puis ah ouais, je ramasse tout, puis j'envoie ça à Montréal». Alors ça, c'est ce qu'on voit. OK? Ça, c'est le gros danger où tu es pas dans la création d'emplois, tu es pas dans la sécurité non plus de la ressource. Hem, Qu'est-ce qui amène ça? C'est un peu l'appât du gain, de dire, «Je me fais un été, je me fais du cash, je suis dans le bois, je relaxe, puis let's go, je m'amuse». Mais je crois que la responsabilité réelle, elle vient pas au cueilleur. La responsabilité vient au commerçant. OK? La question, puis ça, c'est vraiment un enjeu, à qui est vraiment la responsabilité? C'est sûr que ton cueilleur, il peut faire une formation, puis tant mieux, mais c'est au commerçant à savoir s'il a la formation, s'il le fait correctement, puis s'il le fait aussi de manière sécuritaire pour lui. Tu sais, quand tu cueilles, dans la forêt, ben, il peut t'arriver une branche, sur la tête, il peut t'arriver toutes sortes d'accidents qui vont t'empêcher après de pouvoir peut-être travailler. C'est des réalités. Même moi, même moi, ça après plusieurs années d'expérience, des fois, je prends des risques. Suffit d'une fois. Ouais, je pile dans un nid de guêpe, je me ramasse, dans le fin fond du bois à 150 kilomètres,
presque tout seul, avec une vingtaine de piqûres sur le corps, je fais quoi? Ben, tu sais, il faut vraiment être vigilant, OK? Quand tu es en forêt. Il peut y avoir un ours, hein? Tu envoies ta petite cueilleuse là, qui pèse 100 livres ramasser des feuilles. Puis elle tombe face à face à un ours, ben, tu sais, il faut que ton monde soit quand même. En tout cas, moi, je pense que c'est une responsabilité, honnêtement, du commerçant, celui qui achète, de l'acheteur de PFNL. Oui. C'est à lui de savoir d'où vient la ressource, qui l'a ramassé, comment il l'a ramassé. Puis c'est à lui de dire, ben, y a-t-il des bonnes conditions de travail? Alors moi, c'est pour ça que je suis venue à la conclusion que tous les gens qui travaillent avec moi sont payés à l'heure, puis les bénévoles qui viennent ont aussi une assurance de CNSST. Alors ça veut dire ça me coûte 5 piastres par bénévole par année pour dire, ben s'il il se brise une jambe puis il peut pas aller travailler la semaine d'après parce qu'il y a une job, lui, dans la vie, ou il fait d'autres choses, la madame est à la retraite, mais qu'elle se brise la jambe ou il arrive une branche à la tête puis qu'elle fait une commotion, ben au moins, elle a une assurance comme quoi que oui, effectivement, elle a été déclarée puis elle a une assurance. Ça, pour moi, c'est très important. Oui, Puis, absolument. au niveau des techniques, est-ce que ça a beaucoup changé ou ça reste sensiblement pareil, hein? J'ai travaillé l'année passée sur un document de l'Association de la commercialisation des PFNL du Québec. On a établi il existe présentement on va dire un document, un rapport fait pour les techniques sur les champignons. Et là, on vient de travailler là, sur. Il est en train de se mettre à jour, il va sortir bientôt. C'est un rapport sur les techniques de récolte pour les PFNL. On va parler des plantes, principalement. C'est ça, les cueilleurs, ça se trouve, est-ce que ça se trouve être des personnes majoritairement plus jeunes ou plus âgées? Je sais pas si ça a un Euh, lien un peu Ouais, c'est une avec le bonne question. métier. Je pense que ça prend quand même une bonne forme physique à la base, mais c'est tous des marginaux. C'est tout du monde qui ont le goût d'être, je pense, assoiffés un peu de liberté quand même, là. C'est ça. Parce que veux pas ton emploi, c'est que tu travailles dans le bois, tu es un peu libre quand tu travailles. C'est oui, tu collectes, mais tu as quand même une sensation de liberté d'être dans la forêt, hein. Oui, oui, c'est ça. Puis il y a une question de désir d'aventure, il y a c'est d'explorer, certains territoires. Tu sais, c'est très enivrant, là. Moi, j'attends, impatiemment l'été pour, chaque année, je découvre des nouveaux lacs, des nouveaux territoires, des nouvelles plantes. Tu sais, j'essaie de voir justement l'évolution aussi, d'aller revisiter les endroits où je suis allée, puis voir l'impact que j'ai eu moi-même dans ma récolte. On a-tu trop abusé depuis 2 ans? Ça fait 2 ans qu'on va dans ce secteur-là. Est-ce qu'on ne devrait pas faire une pause puis revenir dans 2 ans puis lui faire plutôt des cycles, ce que j'appelle moi des cycles un peu comme de jachère? Alors, par exemple, le thé du Labrador, je vais faire 1 an un secteur, 1 an, un autre secteur, 1 an, un autre secteur et je reviens. Fait que ça donne des pauses de 3 ans finalement ou de 2 ou à 3 ans à certains secteurs, ce qui permet de faire une genre de rotation sans nécessairement dire, j'abuse. Ben, au moins je lui donne une pause de 2 3 ans, ce qui permet d'arriver puis d'avoir, une meilleure, viabilité ou une meilleure récolte, d'atteindre des objectifs intéressants sans faire de la pression sur le mais ça, en même temps, il faut que tu connaisses tes territoires, là. Oui, c'est sûr. Parfait. Pour finir un petit peu avec ça, tu nous parlais de formation, du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de formations qui s'ouvrent au Québec? Est-ce qu'on est capable de le faire en ligne? Est-ce que En fait, c'est, souvent, en ligne et présentiel, là. C'est un combo, en fait. Il y a, le cégep de Saint-Félicien qui offre une très belle formation, mais beaucoup plus axée sur les champignons. OK, OK, la spécialité est vraiment champignons. Quelqu'un qui veut aller plus vers les PFNL plantes, c'est, la Nodière. d'accord. OK, avec la MRC, la SADC et la MRC de la Nodière, ils ont développé un très beau programme, extraordinaire, surtout, au niveau, là, des gens qui veulent aller vers les plantes culinaires. OK. Il y a des beaux cours sur la cuisine, culinaire. Sinon, ça ressemble plus à ça au Québec en ce moment-là, ouais. Puis le présentiel, c'est plus pratique, tu t'en vas en forêt ou c'est en salle de classe un peu? Ouais, tu as une partie, salle de classe, cours, tu sais, plus théorique, avec des examens, tout ça, mais après ça, tu as vraiment terrain, là, parce qu'on Mm. se comprend que les plantes, puis la récolte, ça s'apprend vraiment sur le terrain. OK, puis j'imagine qu'on leur espace à eux pour aller enseigner un peu. Ouais, c'est sur les terres publiques en général.
Puis je dirais que le plus gros défi, c'est quand même l'identification. Mmh. Parce que parce que, tu sais, en tout cas, si tu es dans le domaine des champignons, c'est encore plus important, mais tu sais, dans le domaine des plantes aussi, tu veux arriver avec, la bonne identification de plantes, dans ton sac de récolte. Ouais, c'est sûr. Beh, écoutez, merci beaucoup. Moi, pour finir, j'aimerais juste, vous nous avez parlé de votre entreprise, si vous pouvez peut-être nous dire un petit mot, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce que vous avez une page web où on peut vous contacter? Oui, mon entreprise, c'est, Herboréal. Alors, on est, situé à Chicoutimi, sur la rue Racine. On est, basé principalement à Saint-Fulgence pour justement nos récoltes, tout l'accès à la forêt, le séchage, la transformation des plantes. Par contre, au niveau de la vente, la boutique, là, où est-ce que les produits sont, on va dire, transformés et accessibles, sur toute, forme. Alors, tisanes, cosmétiques, huiles, encens, mélange à fumer, huile essentielle. Alors, on est, c'est la petite boutique. Puis là, on va ouvrir un nouveau point de vente à Montréal. On est super contents. Parfait. Fait qu'évidemment, on mettra, les liens, l'adresse. Mais Parfait. écoutez, je vous remercie infiniment. Merci Alexandre. Merci Johan. Je vous Merci. souhaite une excellente journée. Merci à tous de nous avoir suivis et on se rejoint au prochain épisode. Passez une excellente journée.